Notre journaliste Jordan Florentin s'est retrouvé face à eux et ils ont quand même dit s'il n'y a pas ta caméra, ça va se passer différemment. C'est un peu la mission finalement de notre média, c'est de s'inscrire dans une dimension d'un journalisme un peu plus offensif. Le blanc, il est rien, il a pas de culture et sa culture est souvent méprisable. Ou sa culture se réduit à être dans l'accueil des droits de l'homme. Il postait sur Facebook des choses absolument incroyables, violentes, radicales, islamistes. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais pour deux raisons. La première, c'est parce que certains se cachent délibérément. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ont grandi dans une ambiance où vous n'avez pas besoin d'être aussi radical. Vous avez une armée de médias pour dénoncer les brebis galeuses du Rassemblement national, mais on n'en avait aucun pour parler des brebis galeuses de la France insoumise. Donc nous, on est là dans une logique de rééquilibrage médiatique. Le but, c'est pas tant de nous tuer, mais c'est de nous faire taire. Bonjour Jules Laurent. Bonjour. Alors vous avez 25 ans, vous êtes le rédacteur en chef de Frontières, qui est un magazine trimestriel digital et papier. Et vous faites partie de cette jeune génération qui, pourrait-on dire, n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire que vous vous attaquez avec des méthodes qui sont souvent plutôt attribuées à la gauche, à des sujets sensibles, à des sujets tabous dont on ne parle pas. Vous êtes pour cela donc catalogué à l'extrême droite. Vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après tout, on peut vous poser la question. Vous êtes pour cela aussi, je dirais, placé au pôle négatif des médias, souvent. Mais il faut dire que depuis 2 ans de votre existence, à peu près, Après. en fait, vous vendez de plus en plus. Votre lectorat s'est élargi. Vous avez maintenant une voix à CNews. Donc, en fait, malgré les calomnies, vous avancez. Et donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous d'abord. Peut-être que c'est pas habituel. Mais comment on devient à 25 ans rédacteur en chef d'un journal qui fait tant parler, mais qui réussit aussi? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme créneau, on dirait? Et au fond, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre mission dans ce journal? Alors c'est vrai, bonjour Florence, merci beaucoup de m'inviter, de me donner la parole. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai pas l'habitude de parler de moi. C'est vrai que souvent on m'invite pour parler des enquêtes relatives au sujet que nous on traite chez Frontières, qui sont, vous l'avez dit, des sujets dont les médias d'enquête ne traitent pas souvent. Ça part d'ailleurs, notre média part de ce constat que 90-95% des médias d'enquête ont plutôt une culture de gauche, vont sur des sujets qui leur sont propres et que c'est vrai que nous, avec Éric Tegner, qui est le directeur de la rédaction, heu, on était passionnés du monde médiatique, passionnés de ces médias, on les lisait beaucoup, mais on se disait: «C'est quand même dommage qu'il y ait jamais d'enquête qui sortent de personnalités un peu plus à droite». Souvent, le débat public, les nouveaux éléments dans le débat public sont apportés par les médias de gauche, Mediapart, Le Canard enchaîné, L'Humanité, qui font souvent du bon travail, et ben, eux, ils apportent leurs éléments, mais pour autant, il y a jamais un parallèle de l'autre côté. C'est un peu la mission, finalement, de notre média, c'est de s'inscrire dans une dimension d'un journalisme un peu plus offensif, d'être capable d'apporter de nouveaux éléments dans le débat public et d'imprimer. Et si je reviens donc un peu sur une question personnelle, c'est-à-dire, d'où ça part tout ça, j'ai envie de dire ça part vraiment du réel, du concret. Si je parle un peu de moi sans trop épiloguer non plus, moi je viens vraiment du collège public, du primaire public, du lycée public, avec beaucoup de brassage, de mixité. J'ai vraiment connu ce qui était, ce que critique parfois une partie de ma génération sur ce qu'est le manque de repères, sur, ce qu'a été une génération où on n'a pas légué tous les éléments, culturels. C'est-à-dire pourquoi est-ce que nos parents nous ont pas transmis, les questions du christianisme? Pourquoi est-ce que, on nous parle peu de la France? C'est-à-dire qu'on se questionnait et puis à l'épreuve finalement d'une société, dans le collège, moi où j'étais et le lycée, assez multiculturel, au rapport, de personnes, qui nous disaient: «Bah, moi, ma religion, par exemple l'islam, on fait comme ça, c'est comme ça nous qu'on fait». Les conflits que j'ai pu voir apparaître dès le collège, entre certains, de ma classe qui n'étaient pas d'accord avec ce que le professeur racontait, en histoire, avec, ce qu'un professeur pouvait dire aussi en SVT, avec, moi c'est un souvenir, qui m'a traumatisé, j'y repense, sur le moment ça m'avait choqué. C'est par exemple quelqu'un dans ma classe qui rigolait lors de la diffusion du film Nuit et brouillard, en référence à la question justement, juive de la Shoah et parce que ça l'amusait c'est quelqu'un qui par la suite, vraiment pour l'anecdote, c'est vrai, a pris une OQTF et qui était dans ma classe.
et qui s'est radicalisé par la suite. Donc, Les profs, les réagis ou professeurs dépassés. Dépassés, on le sentait tous par cette génération, nous-mêmes, on était tous, en fait, dans une sorte d'énergie contestataire vis-à-vis des professeurs. Mais, pour certains, il y avait une vraie, violence idéologique qui s'en dégageait et notamment des profils de jeunes qui, évidemment, étaient de culture musulmane et qui, eux, étaient dans une véritable revendication par rapport aux professeurs. Et si je vais un peu plus loin, j'ai fait la fac. J'ai fait la fac, notamment à Tours. Je fais une double licence de droit Sciences Po et c'est vrai qu'un autre déclic, a été, la mort de Samuel Paty. J'étais, dans ma promotion, donc c'était une promotion mixte qui était un peu caricaturale parce qu'il y avait les étudiants de droit qui étaient un peu plus à droite et les étudiants de Sciences Po un peu plus à gauche et j'avais, face à moi une professeure qui était incapable de nommer les mots sur ce qui s'était passé. C'est-à-dire qui, ne parlait pas d'islamisme, au moment de la mort de Samuel Paty, qui a balayé en 1 minute, ce qui s'est passé en expliquant: «Vous avez vu, c'est terrible ce qui s'est passé, si certains ont envie d'en parler, on peut en parler. Il y a eu cet attentat qui vise une profession, c'est et elle n'arrivait pas à mettre les mots dessus et donc en fait, à quelques moi, j'avais levé la main, je lui ai dit: «Enfin, je sais pas, oui, il y a un vrai enjeu et je pense c'est une que» prof pourtant? c'est une prof pourtant, qui aurait dû se sentir, qui en fait, Est-ce elle s'est sentie concernée, Oui, mais voilà. elle n'arrivait pas à nommer, ce Est-ce qu'elle avait qui peur? je pourrais pas sonder, sur ça, sur est-ce qu'elle avait peur, mais dans les 2 cas, qu'elle ait eu peur ou par raison idéologique, c'était un souci. Parce qu'en fait, dans ma classe, il y avait, pour le coup, à l'université, il y avait personne qui était très agressif dans ma classe et donc c'était cette incompréhension à pouvoir nommer le réel, face à des choses qui étaient tellement évidentes et je veux dire par là que sur tous les médias mainstream, c'était nommé, et là on avait des professeurs qui allaient plus loin dans l'omerta vis-à-vis de la question de l'islamisme et donc de fragments comme ça un peu de réel au contact, de personnes, issues de la diversité et autres et de professeurs qui n'arrivaient pas à nommer, ce qui se passait. Mais à un moment, je dis pas qu'on se construit par opposition, mais on se dit: «Je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à nommer ce que je vois» et donc on a envie aussi de s'en faire le porte-voix et c'est un peu la mission de Frontières. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que, par la suite, on a créé parce que dans notre rédaction qui est très diverse, il y a beaucoup de gens qui sont partis de leur expérience personnelle et qui se disaient c'est vrai qu'on était quelques-uns dans la classe à oser nommer certaines choses, à être parfois un peu mis de côté, une certaine forme de violence sociale mais à s'en sentir assez décomplexé parce que finalement, quand on nomme les choses de façon calme, posée, il y a quand même un consensus qui s'organise autour. Le nom qu'on donnait, c'était diversité. Vous l'avez dit un peu presque quand, il y avait de la diversité, c'était quoi exactement? Et puis après vous avez dit: «Oui et c'était bien sûr, des musulmans». Ouais. Donc pour vous, vous identifiez cette violence, ces moyens ces faits de pression comme venant essentiellement, des élèves, musulmans? Alors, c'était quand même, plus diffus et plus réparti. Je au collège, les choses sont à la fois idéologiques, mais pas tellement. Elles restent dans une dimension parfois même clanique, culturelle, sans être pensées. Forcément, on avait 14 ans, mais les choses s'installaient petit à petit et c'est vrai que moi, rapidement, on faisait la différence entre toi, t'es blanc, toi, t'es français, t'es pas comme nous. T'es pas Mmh. comme nous. Et le nous, c'était D'autres ça désignait quoi? le nous, c'était les personnes issues de l'immigration arabo-musulmane, pour une partie, mais nous, par exemple, on avait beaucoup d'élèves qui venaient de Tchétchénie, Mmh. donc c'est pour ça que les choses sont plus diffuses. On avait des personnes issues, d'Afrique subsaharienne qui étaient parfois, chrétiennes, parfois musulmanes, mais il y avait un nous communautaire par rapport aux Français et D'accord. ça, on le sentait, et c'était Quelle que sur des soit leur religion, en fait, à quelle que partir du soit leur moment où ils religion. s'identifiaient comme des non blancs. Il y avait des noms blancs, il y avait voilà et il y avait et c'était assez une sorte de partition qui s'organisait déjà au collège entre ceux qui jouaient au rugby, ceux qui jouaient au foot, entre, ceux qui, nous on a moi je au collège, je voyais déjà des agressions d'homosexuels pour leur homosexualité, dans les salles de sport et autres, hein. Mais à l'époque, c'était difficile à penser. Nous-mêmes, on était démunis pour le comprendre. On a 14 ans, il y en a un qui dit: «On va le taper parce qu'il est homosexuel». On comprenait rien. On se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je me souviens que même à l'époque, moi-même, je ne savais pas vraiment ce que c'était être de confession juive. Je ne le comprenais pas parce que j'en fréquentais pas et il y avait des gens qui étaient extrêmement virulents par rapport aux juifs et j'arrivais pas à le comprendre. C'est-à-dire que c'était, complètement, il y avait une différence culturelle qui s'était organisée et quelque chose d'extrêmement important, c'est que ma génération, donc moi je suis un 2000, donc c'est les millennials, vit de plein fouet, l'arrivée des réseaux sociaux,
C'est-à-dire qu'il y a une première vague, des personnes qui ont 5 ans, un peu plus que moi, qui ont vécu Facebook. Mais nous, on a une massification des réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok un peu par la suite et tous ces réseaux sociaux vont véhiculer des idéologies, des pensées et déjà dans ma classe, j'avais des personnes qui consultaient des contenus extrêmement radicaux, et qui, seuls s'embrigadaient dans leur coin et qui, en fait, pouvaient, d'un seul coup, tenir des propos d'une virulence incroyable par rapport au monde, que nous on avait, je veux dire avec nos amis où on était dans une forme d'insouciance ou d'innocence. C'était quelle radicalité en particulier? Les radicalités que nous on a vues, elles étaient doubles, et j'en parle, de façon très à l'aise qu'en plus dans mes amis, j'en ai certains qui j'ai gardés, qui sont de gauche comme de droite et qui constatent la même chose. La première, la radicalité islamiste, de toute évidence, celle qui, avait déjà, un projet violent contre les juifs, contre les homosexuels, violent contre les professeurs, extrêmement sensible à la question, du blasphème. Extrêmement sensible à la question du blasphème, extrêmement sensible des Enfin sujets du prophète, hein, du du blasphème sur le prophète. sur le prophète, bien sûr, extrêmement sensible déjà à la question entre Israël et Palestine. Intéressé déjà par cette question, alors que j'ai envie de vous dire que quelqu'un qui constitue assez normal en France, qui grandit à 14 ans, le conflit entre Israël et Palestine à 14 ans, c'est pas la priorité dans la construction mentale. Alors que eux étaient déjà politisés sur cette question-là, politisés, mais encore une fois, sans l'être, c'est-à-dire simplement des avis qu'ils avaient reçus. On est Et là dans les années 2015 à peu près, on est c'est en à peu près, ouais, 2015 c'est ça. et on est au moment des attentats, au Mmh. moment des minutes de C'est silence, ça. au moment où déjà on a des problèmes de personnes qui ne respectent pas les minutes de silence en France. Et donc, et la deuxième radicalité est une radicalité clairement, de racisme anti-blanc, de mépris envers ce que sont les blancs parce que jugés sans culture. Et c'est vrai que, moi je le dis, on était assez dépossédés finalement, d'un point de vue culturel par rapport à, des personnes issues de l'immigration arabo-musulmane où, leur code culturel était lié à l'islam. Pour certains, était lié à leur culture d'origine Mmh. et nous, face à ça, on était, un peu atomisés, pris dans une individualité où on devait tout accepter. En fait, la France, c'était devenu, qu'on appelle un peu le McDonald's, où on était ouvert à tous et c'était finalement, le pays où on avait un peu le droit d'être, qui on veut. Mais donc quelle place il restait pour ceux qui étaient là, dans ce pays et qui avaient grandi? Et on se questionnait beaucoup sur ça et on se disait: Et vous aviez pas de réponse? «Pas de réponse» parce que, Et plutôt c'est une des ques accusations de racisme, hein, Heu, c'est en fait, j'ai envie de dire qu'à 14 ans, 15 ans, on se pose ces questions un peu à soi-même, sans forcément les politiser directement aux professeurs, mais on commence, et c'est au lycée où on commence à dire, «Mais nous, on est qui?» Moi, souvent, dans l'histoire de France, la question du christianisme a toujours été abordée de façon négative. La question de l'identité de mon pays est souvent reçue comme un pays, ouais, colonial, un pays qui a détruit des cultures, un pays violent, agressif, depuis les croisades jusqu'à, la colonisation, un pays responsable de la Shoah. Beaucoup d'accusations et d'ailleurs, ce qu'on voyait beaucoup, pour ceux qui s'en souviendront, qui compteront, qui seront un peu de ma génération, on avait les cours d'EMC, éducation morale et civique. C'est-à-dire, c'est les moments où on a des débats dans la classe. Ça intervient à peu près au lycée. Et là, tout de suite, vous avez, ça fait remonter, les pensées de certains auxquels on ne soupçonnait pas. Et des professeurs, de manière tout à fait anodine, pouvaient nous faire débattre sur le voile et se retrouver à des questionnements et des personnes qui étaient extrêmement radicalisées. Moi, dans ma classe, encore une fois, et tout ce que je dis est vraiment réel, hein. J'ai grandi, dans les lycées publics de Tours et qui sont représentatifs d'une grande partie des lycées de villes moyennes. Hem J'avais, une fille, qui dans ma classe de seconde, hem, on lui avait dit bonjour la première fois, elle avait dit: «Je peux pas vous faire la bise, je peux pas vous serrer la main». On avait dit: «D'accord, OK» et puis dans la classe quand, la porte s'était fermée, elle était devenue tout de suite beaucoup plus avenante, accueillante, gentille et au moment où on ressort, elle reprend cette distance et nous on s'est dit: «Mais c'est pas la même personne et tout» et au fur et à mesure qu'on réédite les entrées en classe, sorties de classe, elle nous dit: «En fait, c'est mon copain qui veut pas que je parle aux elle, autres elle est personnes». française? Elle est française et c'est mon copain qui veut pas que je parle aux personnes, aux garçons notamment
Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, son copain était quelqu'un que je connaissais, qui était de mon collège, qui était un Tchétchène, qui l'avait converti et qui, finalement, elle avait été obligée de porter le voile à la sortie. Elle remettait le voile et autres et donc elle était tombée dans une forme de radicalisation incroyable où elle allait plus au cours de sport, où elle pouvait plus serrer la main, on n'avait pas le droit de lui dire bonjour. Elle rigolait avec nous à l'intérieur de la classe, mais quand elle rouvrait la porte, le masque retombait et il se trouve que cette fille-là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a 2 ans, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit: «Mais en fait, je t'ai retrouvé et je vois que tu as fait frontière et je te soutiens parce que moi, j'ai quitté, la personne, Elle avec qui s'en est j'étais à sortie. l'époque et en fait, je comprends, ce que tu dis, ton combat et autres parce qu'en fait, ça incarne ma vie» et ça, si je reprends le parallèle du système médiatique un peu, hem, c'est des témoignages qui seraient pas sortis dans d'autres médias que je consultais à l'époque. C'est-à-dire que cette volonté à un moment de faire émerger de l'information, des témoignages et de pas juste être en réaction, qui est une culture un peu dans l'écosystème médiatique de droite, de souvent réagir à l'information, mais de se dire à un moment de dire: «Eh écoutez, nous aussi on a des choses à dire, on a des choses à faire émerger. Voici ce témoignage, qu'est-ce que vous en pensez?» De faire réagir des gens. C'est ça qui est intéressant et cette fille-là, bon, elle voulait pas témoigner, on était beaucoup trop, on se Oui. connaissait trop pour le faire, mais en tout cas parmi les témoignages d'apostats qu'on avait pu faire, elle s'y était retrouvée. Elle s'y était extrêmement retrouvée. Donc, en fait, j'ai envie de dire que pour beaucoup dans le média, comme moi, on a une construction générationnelle par le réel, par des choses très concrètes. Et à un moment, il y a une dimension de est-ce qu'on est hypocrite avec ce qu'on pense, avec cette réalité, ou est-ce qu'on se préfère être dans se parer de certaines valeurs, de se dire ben moi je suis hyper accueillant, moi je veux pas prendre position sur ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de souci en France avec l'islam, c'est nous d'ailleurs qui sommes responsables des problèmes avec l'islam, comme ça on passe bien en société mais on relègue les problèmes aux générations d'avenir. Ceux que nous, on a vu déjà, les problèmes que nous, on a vu déjà, issus des lâchetés de ceux qui étaient avant nous. Est-ce que justement vous en voulez à ces lâches, ces adultes lâches qui vous ont laissé, un peu face à ce problème? Non, non, j'ai pas déjà, j'ai pas pour, caractère la rancœur ou d'en vouloir. Je pense que à nous de faire justement le travail, c'est un engagement total et c'est vrai que, heu, honnêtement, travailler sur les questions sur lesquelles on travaille, d'islamisme, les questions aussi liées à l'extrême gauche, sont extrêmement engageantes, pour, le parcours personnel. C'est une vie sociale où, vous perdez, 3/4 des personnes que vous connaissez. C'est une violence, de pression parmi les proches. C'est une violence physique dès qu'on travaille, sur les questions d'islamisme, de menaces. Encore, en septembre dernier, un islamiste a été condamné parce qu'il projetait de faire un attentat sur notre rédaction. Mmh. C'est pas anodin de Mmh. vivre dans des contextes comme ça. Alors Heu, on va revenir, comment vous passez du collège, lycée, université à cet engagement, dans Frontières. Alors Frontières, ça vient d'où? Qui l'a fait? mmh, Pourquoi? Quel est l'objectif initial et en fait, ça fait, 4 ans, en grosso modo, que la structure existe. C'était avant un média qui s'appelait Livre Noir, qui était un média d'entretien, intellectuel sur un fauteuil rouge, plutôt avec des personnalités de droite, même si on faisait débattre aussi des personnalités parfois de gauche. On leur donnait un peu on la leur donnait un parole? peu de répondants, sur certaines questions. Je me rappelle de Jean-Christophe Cambadélis notamment, qu'on avait fait, venir sur le canapé rouge. On lui avait dit: ben voilà, c'est question d'islam, d'immigration. Vous en êtes en partie responsable, vous êtes allé dans le sens de cette immigration. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous en pensez? C'était très intéressant et donc on a gravité dans ce moment où il y avait, sur le digital, finalement une libération de la parole, de nouveaux endroits pour se balader, sur les réseaux sociaux et donc on a créé, ce format d'entretien. Par la suite, ça a vraiment marché. Le Livre Noir a vraiment, pris du galon et on s'était dit qu'il fallait aller plus loin dans l'aventure, c'est-à-dire, permettre, à cette chaîne YouTube de devenir un média à part entière et qu'il y ait une culture journalistique qui se forme autour. Une culture journalistique qui sera dédiée à la question, de l'enquête, de l'information et du terrain. Vous vouliez être le Mediapart de droite, hein, c'est ça? C'était ça un peu sur l'inspiration, même si on en a dévié. Aujourd'hui, on s'en réclame plus d'être le Mediapart de droite, C'était pas on une est plus étiquette on formidable. était pas voilà, c'était un peu pour imprimer, pour que les gens comprennent qu'on allait aller sur de l'information, mais on fait pas la même chose. Pour le dire, on fait beaucoup plus de terrain, on fait pas les mêmes émissions, on fait pas les mêmes enquêtes, pas les mêmes sujets, peut-être pas la même déontologie sur beaucoup de choses, Ce que j'allais dire. parce que, on fait, du contradictoire, bien fait, bien cadré. On n'a jamais été condamné sur justement nos enquêtes. On gagne tout et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. On a une probité.
De part parce qu'en fait, ce qu'on fait, ça part du réel et ça part d'une intention sincère. Une intention sincère, honnête, de se dire, «Il y a un sujet, pourquoi on n'en parle pas?» Mmh. Et on Mais essaie de le faire. revenons un petit peu encore en avant, en arrière plutôt, quand vous décidez alors, pour arriver à mettre ce fauteuil rouge, Mmh. qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que vous avez rencontré qui? Quel est le rôle de Éric Tegner maintenant Bien qui est sûr. à la direction du journal? Mmh. Comment ça s'est passé? Alors moi, c'était assez simple. Je travaillais à l'époque au ministère des Armées. Donc ils seront contents de l'apprendre, même s'ils le savent. J'étais en stage au ministère des Armées. Je m'ennuyais un peu. Honnêtement, je m'ennuyais un petit peu. Vous Heu, aviez un diplôme de j'étais diplômé donc de la fac de droit, diplômé, de relations internationales ensuite en master et j'avais fait un stage par la suite, au ministère des Armées. Je pensais faire une carrière soit de fonctionnaire, soit travailler dans les relations internationales. Je m'étais dit que travailler au ministère des Armées, ce serait intéressant, ça me donnerait des perspectives. Ça me faisait une carrière un peu tracée, j'étais patriote, je me disais ça allait être intéressant et par la suite, pendant ces 6 mois de stage, j'ai rencontré des personnes formidables, formidables, extrêmement investies et engagées dans leur métier, mais qui étaient dans des bureaux où ils avaient, rien à y faire. C'est-à-dire que mmh. des militaires qui s'étaient engagés pour aller sur le terrain, des grandes vocations, des Saint-Cyriens, qui avaient fait les plus belles cérémonies possibles, qui se retrouvaient dans des bureaux un peu pourris, où ils se disaient: «Qu'est-ce que je fais là?» Et moi, je me posais la même question. «Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ce stage-là de 6 mois, ça va vraiment donner quelque chose?» Au fur et à mesure, j'avais que des discussions enrichissantes avec ces gens-là, mais le métier que je faisais, vraiment, j'en pouvais plus, hein. C'est-à-dire, c'était pas intéressant du tout et donc à ce moment-là, je suivais le début de Livre Noir parce que je suis pas un créateur de Livre Noir. J'ai rejoint l'aventure, par la suite et j'ai envoyé un mail avec Tegner en disant: «S'il y a besoin d'aider, Je suis là. de temps en temps, faire des questions pour les entretiens fauteuil, je suis là». Avec Tegner étant, très rapide, quelqu'un de très rapide sur les messages, me répond par mail 10 minutes après: «D'accord, appelons-nous, en fait, demain et on pourrait essayer d'envisager quelque chose». À ce moment-là, il partait en Ukraine, pour vous dire, donc il partait en Ukraine, suivre le début, de la guerre en Ukraine. Il faisait 3 semaines, sur le front et donc j'échangeais avec lui depuis qu'il était sur le front, je me disais: «Mais alors donc j'échange avec quelqu'un qui est sur le front et en même temps» et il m'a accepté. Il m'a dit: «Bah, si tu veux, tu commences à préparer les questions pour les entretiens fauteuil». Donc, j'ai fait plusieurs entretiens fauteuil comme ça et puis par la suite, en fait, très rapidement, quand il est revenu, il m'a dit: «J'ai besoin de gens, motivés, sincères, dans leur démarche pour créer une culture journalistique autour du média. Et est-ce que tu as envie d'être de la partie?» Et donc à ce moment-là, on était 6 chez Livre Noir. On n'était pas nombreux. Il y avait un monteur, un ingé son, Eric Tegner, moi, et 2 personnes en plus et on était, en train de se dire: «Bah, on va essayer de pousser ce média pour en faire une structure à part entière». Ce qui est un défi parce qu'il y a un défi entrepreneurial, Mmh. Bien d'arriver sûr. à trouver un système, qui puisse marcher pour les médias parce que tous les médias quasiment sont subventionnés aujourd'hui, Frontière ne l'est pas. Frontière ne touche pas d'argent, public. Nous donc on est parti sur un système d'abonnement de personnes qui s'inscrivaient dans une démarche, qui comprenaient notre démarche et donc des abonnés payants qui, ont commencé petit à petit à nous soutenir, Mmh. pour qu'on puisse développer à la fois le fait de faire des événements, de créer un site internet, de lancer un magazine et petit à petit, on a lancé comme ça, le magazine, le site internet, création de parfois d'événements, le fait d'avoir un style journalistique, d'aller sur le terrain, donc des déplacements, des coups. Éric Tegner, qui est le directeur de la rédaction, s'est énormément déplacé, que ce soit, sur le front ukrainien, que ce soit dans les Balkans, que ce soit, Donc heu, toujours sur la question de l'immigration, hein, c'est ça régulièrement, qui est votre, le fer de lance votre créneau? qui est quand même le fer de lance parce que, il est, une pierre angulaire parmi plusieurs questions que l'on traite. On ne peut pas, selon nous, parler de la question de l'islamisme sans avoir en toile de fond cette question migratoire. La question de l'extrême Ah, gauche. ça, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'en fait, au fond du fond, ce qui est gênant, c'est l'islamisme et la question migratoire, c'est une des causes de ce problème. C'est Bien pas, sûr, bien sûr et complètement et tout comme la question de l'extrême gauche est intimement reliée à la question migratoire, par leur idéologie sans frontiériste et autres, et ça s'opposait tout ce que nous on estimait que les Français en fait voulaient et pourtant ils ne retrouvaient pas d'écho médiatique sur toutes ces choses-là et donc la question migratoire est une pierre angulaire et d'ailleurs
elle construit énormément le clivage politique aujourd'hui en Oui. France. Vous êtes d'extrême droite ou vous êtes dans le camp du bien? Selon cette question migratoire. Est-ce Mmh. que vous êtes pour ou contre? Si vous êtes pour, plus d'immigration, ça ira. Si Mmh. vous êtes contre, vous êtes, mis de côté à la façon des cités grecques antiques. Vous sortez de la société, vous êtes mis de côté et c'est la mort Vous êtes sociale. banni, Vous hein, êtes banni, mis au banc. ostracisé, vous êtes mis de côté et Et donc cette idée du camp du bien, elle arrive, relativement récemment. Moi, je j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 5 6 ans. C'est devenu un peu une formule. Hem, Est-ce que vous étiez, consciente de tout ça au départ? Ou est-ce que c'est justement le développement de cette idée, à un moment donné, la création de CNews, d'une opposition de droite plus fière d'elle-même, qui vous a amené, à prendre confiance en vous et à vous développer? Je dirais que, déjà, j'ai dit camp du bien, mais je réfute complètement évidemment l'expression parce que j'estime pas du tout qu'ils sont le camp du bien, mais c'est comme Oui, ça oui, que bien sûr, il se c'est représente pour comme ça. qu'on soit, compris. Le magistère de la gauche, il est dénoncé depuis des années, bien avant que Frontières, n'existe. Ça fait à peu près 40 ans que la gauche a réussi une bataille culturelle, très forte, très présente dans bon nombre d'institutions, de l'université à la justice, jusque dans les administrations, les questions migratoires et autres. Mais cette conscience politique, elle vous vient quand? Parce que là, vous avez parlé, de vos études en droit, mais cette conscience Mmh, politique que vous êtes un jeune de droite, ce qui était presque un truc tabou, mmh. elle vous vient comment? Elle vient à la fois de ce que j'expliquais, du réel petit à petit, de la construction et je pense que, un phénomène qui sera à analyser peut-être dans les années encore à venir et qu'on se comprendra, je pense qu'il y a quand même une génération covid aussi, Ouais. qui fait que pendant 1 an et demi, le temps est arrêté. Le numérique prend le dessus et parce que, pendant un moment et bah, les professeurs perdent un peu aussi leur magistère, leur capacité de puissance et le donnent de facto, puisqu'ils n'enseignent plus, au numérique. Bah, il y a beaucoup de gens qui commencent à consommer d'autres informations, avec parfois évidemment, Mmh. ça peut aller trop loin pour certains sujets, mais il y a une nouvelle information qui émerge sur le numérique et il y a beaucoup de gens qui à ce moment-là, avec un contenu plus décomplexé, différent, Livre Noir participe, hein, à ce moment-là, à justement ce renouveau de Est-ce qu'il y a des partis l'information. politiques derrière? Est-ce que vous êtes, Non, liés à des syndicats étudiants non, ou des choses comme ça? non, Non? jamais, jamais, parce que beaucoup trop encadrant, trop enfermé. J'ai jamais milité, même à la fac, on m'avait proposé l'uni ou autre, j'ai jamais milité. J'ai toujours gardé une vraie liberté, que m'offre ma profession de journaliste, ce qui est vraiment, un avantage, un atout sur un sujet. Si je suis pas d'accord, bah, je suis pas d'accord, ce qui me permettait aussi, d'éviter les étiquettes trop tôt. Parce Mmh. que si vous êtes un ancien militant, on vous dit: «Ah, tout de suite vous êtes de droite» et autres. C'est par la suite Frontières évidemment est très marqué à droite, hein. Mais sur le moment, je me suis dit: «Ça sert à rien, Mmh. ça t'enferme alors que tu es déjà plutôt d'accord». Et je pense que à la fois cette façon de voir le réel dans tout ce qui a été le public, l'émergence du digital avec la période covid constitue un bain dans lequel on se dit: «Bah, oui, probablement que je suis de droite», même si je me suis jamais trop attaché aux étiquettes. Ben, elles sont importantes, j'ai pas honte, hein, je dis: «Je suis de droite», c'est très, très bien. Vous avez Mais toujours été de droite? non, j'ai pas enfin, La prise j'ai de jamais été de conscience est à gauche. J'ai ouais, jamais voilà. été de gauche, mais j'ai pas été de droite par culture familiale, j'ai pas été de droite, enfin, je m'en revendique même pas vraiment, je suis de droite, enfin, je m'en fiche, quoi. C'est surtout moi, je suis contre le fait, qu'on mente sur des questions qui sont essentielles et vitales par rapport au pays. Et puis comme vous dites, votre génération l'a vécu, dans sa chair à l'école, Mmh. ces agressions, la question Mmh. identitaire. Bien sûr et ça, on pourrait même le prolonger pour ce que, vit toute une partie de ma génération. J'ai aussi fait du foot. Le foot, c'est un exemple, sociologique, chimiquement pur de ce que peut vivre un jeune Français au milieu, de bon nombre de clubs où il y a, une immigration extrêmement importante, issue, de l'immigration arabo-musulmane et d'autres, où, la violence physique virile est extrêmement présente, où l'humiliation est présente dans dans sa pratique du football, les insultes. Il y a une culture, qui vient de la cité, qui s'est imprimée complètement dans le football aujourd'hui, et donc je voyais petit à petit autour de moi les personnes issues, les Français de souche qui, petit à petit, se comportaient et devenaient
comme ceux qui Mmh. étaient issus de l'immigration. Les Et mêmes donc, mots, les les mêmes mêmes mots, les accents, la façon habitus, la de façon de s'habiller, parler, de s exactement, dans la consommation musicale et autres. Et mmh. moi-même, parfois, j'en garde des stigmates. Hein, c'est-à-dire que j'écoute toujours même du rap et tout. Et je sais que ça m'a été infusé Mmh. de cette construction sociale à ce moment-là. Et je trouve que c'est extrêmement d'ailleurs intéressant hein, d'avoir pu baigner et évoluer dans ces mondes-là parce que ça permet aussi pour les militants de droite et journalistes de droite, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses. Et je crois beaucoup à ce concept d'Hannah Arendt qui s'appelle la banalité du mal. C'est-à-dire que ceux qui parfois on érige en mal, en quelque chose de dangereux et autres, sont parfois extrêmement gentils, extrêmement affables. Et c'est d'ailleurs dans plusieurs enquêtes de frontières ce dont je me suis rendu compte, même pour des personnes qui sont islamistes. Les personnes qui sont islamistes sont parfois extrêmement sympathiques. On s'entend très bien avec elles. Elles se paraissent tout à fait normales et finalement, elles ont une énorme radicalité. Faut pas opposer radicalité avec la question de l'intelligence ou la question, de la politesse, la question de l'habitus qui serait propre à la culture française. C'est vraiment 2 choses très différentes et ça, souvent, il est vrai que le camp de la droite a tendance à avoir des terroristes d'Al-Qaïda parfois, à bon nombre d'endroits là où ils n'y sont pas, où ils n'y sont plus d'ailleurs et c'est d'ailleurs une grande question pour la droite, c'est aujourd'hui comment poser la question de la radicalité quand en face, elle ne se pose plus comme dans les années 2010. Ça, c'est un vrai enjeu. Ce que j'ai connu dans les années 2010, une radicalité ouverte où il y avait des personnes qui se sentaient très loin des services de renseignement, très loin. Ils postaient sur Facebook des choses absolument incroyables, violentes, radicales, islamistes. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais pour 2 raisons. La première, c'est parce que certains se cachent délibérément. Et la deuxième, c'est parce ils ont grandi dans une ambiance où ils n'avaient pas besoin d'être aussi radical. Parce qu'en fait, Absolument. ça passe tout seul. Ils n'ont plus besoin. Et c'est ça le grand enjeu, le grand sujet. C'est comment aujourd'hui on traite avec des personnes qui peuvent être radicales tout en n'ayant aucun stigmate de cette radicalité sur eux. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et de la même manière, je pose la même manière sur la question de l'extrême gauche parce que, ayant grandi dans les endroits publics, ayant grandi, fréquenté la fac, je connais des personnes extrêmement affables, extrêmement sympathiques qui, dès lors que je leur disais pas que moi, j'avais des opinions très à droite, que j'étais patriote, que j'aimais mon pays et autres, étaient extrêmement sympathiques, Mmh. très drôles, m'invitaient aux soirées. Mmh. Et après, moi, je suis pas du genre à me cacher, donc je leur disais rapidement. Et au final, il y avait toujours cette question de oui, mais toi, t'es pas pareil. T'es pas comme le reste, toi, t'es un peu différent. Et comment tu peux être intelligent et être de droite? Enfin, on tombait tout de suite sur des raisonnements comme ça. Mais ça pose la question de la radicalité de notre époque. Et d'ailleurs, même, on le voit sur les jeunes qui aujourd'hui se radicalisent en 2 mois, vont prendre un couteau, agresser leur professeur et autres, sont en dehors de ça parfois des personnes qui ont une construction avec leurs amis qui disent mais en fait il était drôle, il rigolait avec nous, il était un peu parfois dans son coin, mais on n'aurait jamais pu croire qu'il allait faire ça. Oui, mais c'est ça la C'est une radicalité de espèce notre de époque. psychopathie sociale, hein. Il y a de ça, mais après, il y a aussi le fait qu'on se crée des mythes. On se fait aussi des Ouais. constructions, de l'ennemi. Je pense qu'il y a énormément, d'anthropologie là-dedans, hein, de la construction de l'ennemi, d'idéologie et autres. Mais parce qu'en fait, on a besoin parfois, je pense, d'un point de vue politique, de s'en faire. Mais pour autant, la radicalité est différente aujourd'hui. Il va falloir, le comprendre et il va falloir, justement, travailler sur ça et d'ailleurs montrer que, souvent la droite a trop tendance à penser qu'elle reprendra la victoire d'un seul coup. C'est-à-dire que un peu le grand soir, la grande victoire. Mais en fait, si la droite a perdu la bataille culturelle, c'est petit à petit. Et donc, c'est petit à petit que la droite regagnera aussi. C'est parce qu'elle a cédé petit à petit sur la question du voile, sur la question, bah oui, par exemple, dans les manifestations d'extrême gauche, on peut laisser faire un peu de la casse à certains endroits. On peut, et je pourrais énumérer comme ça, on peut finalement autoriser une jurisprudence qui permet à ce qu'on ait une aide sociale en plus pour les personnes issues d'immigration qui seraient en situation irrégulière. On peut, et donc en fait, c'est plein de petits pas de recul en arrière qui font qu'en fait, on ne pourra pas tout gommer, en tabula rasa. Mmh. C'est extrêmement dur et donc dans cette conception-là de ce qu'est la victoire politique, et en même temps, médiatique et informationnelle, il faut prendre conscience que quand un maire, par exemple, accepte de louer une salle, à, une association, cultuelle islamiste qui voile les petites filles,
c'est un petit recul, mais qui créera de grands reculs. Et en fait, il faut combattre chaque petit recul comme ça. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, quand on s'était, rencontrés pour la première fois, vous veniez m'interviewer sur mes travaux sur le frérisme, où justement, j'expliquais qu'il n'y a pas que le djihadisme violent, il y a des formes plus subversives, plus douces, et c'est ce que vous avez dit, au fond, cette radicalité-là, elle n'a pas besoin d'être si radicale dans son expression, tout simplement parce que ça passe crème. Mmh, C'est du beurre, en mmh, fait. Et j'aimerais bien que vous me parliez justement de votre expérience, de vos enquêtes que vous avez menées sur l'islamisme. Je crois que c'était il y a 2 ans, vous avez commencé. Comment ça s'est déroulé? Comment avez-vous découvert cet univers? mmh. J'ai beaucoup, travaillé sur la question de l'islamisme en lien, c'est vrai, avec la politique, notamment sur la question du clientélisme. Ça, c'est une approche, qu'on a eue avec Frontières, qui était pour moi la façon la plus intelligente de le faire parce qu'elle politisait, la question, et c'est là qu'on pouvait aussi trouver une certaine forme de responsabilité chez les politiques, de laisser faire et autres. Il y a bon nombre de sujets, l'université, le halal, ça on en a traité, mais beaucoup la question politique, notamment à l'approche des municipales. Mmh. On avait en tête que ça allait être un moment où ça allait être un accélérateur de la question du clientélisme. On a travaillé à la fois sur cette question-là, sur la question la plus radicale qui était la question, des sortants de prison aussi, fichés S, qui étaient des personnes qui étaient allées en Syrie ou qui avaient œuvré à la logistique, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais bon nombre de personnes qui ont participé à l'entreprise de l'État islamique, finalement, ont pris des peines entre 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans pour le maximum, parce qu'ils ont été jugés en correctionnel, parce qu'à l'époque, le droit n'était pas adapté. Et donc, notamment, vous vous en souvenez, il y avait eu cet attentat à Bir Hakeim. Bir Hakeim qui est dans le 16e arrondissement de Paris, qui était un homme d'origine iranienne qui s'appelait Armand Rajapour Miandoab, qui était en quelque sorte le premier, qui était un sortant de prison, qui avait, juré allégeance à l'État islamique, et qui avait, avec un marteau, pour mémoire, frappé des personnes, de nationalité allemande. Je ne sais plus s'il en avait tué un et blessé un deuxième. Et donc d'ailleurs, Gérald Darmanin avait pris position, avait dit: «C'est notre enjeu». C'est notre enjeu, c'est les sortants de prison. Et par exemple, une enquête qu'on avait faite chez Frontières, c'est de dire, «D'accord, c'est votre enjeu, et ben, on va voir quelle est la situation, à l'instant». Oui. Et donc on avait montré, que par exemple, dans le 20e arrondissement de Paris, quelqu'un qui s'appelle Aziz Bouafsi, qui est, quelqu'un qui a fait de la logistique opérationnelle, pour, l'État islamique, à la fois pour son frère, qui a envoyé de l'argent, en Syrie, dans les années, 2014-2015-2016, qui a permis à son frère d'aller en Syrie, qui a entretenu des échanges avec, des djihadistes, locaux, qui a radicalisé sa famille, qui était un idolâtre de Mohamed Merah, qui, terrorisait sa famille, montrait la propagande djihadiste, à ses fils, voilait ses filles, de 7 ans. Quelqu'un d'extrêmement radical qui a été condamné à 6 ans de prison. Et en fait, là où Sorti au bout de 3, c'est ça? sorti, je ne sais plus au bout de combien d'années, mais quelque chose d'incroyable, parce que, j'ai pu accéder à ses conversations avec son psychologue en prison. Son psychologue avait justement, mis en avant le fait que potentiel récidiviste, sur le modèle opératoire terroriste. C'est-à-dire qu'il avait vraiment marqué ça, il avait marqué que, dans ses conversations, Aziz Bouafsi se réclamait encore du djihad, se réclamait, avait notamment de façon directe émis ses propos. «Vous savez, moi, si je retourne, dans la vie avec les gens réels, Je je recommence m'habille pas. bien, je me rase la barbe, Mmh. je me mets une petite ceinture explosive, personne le voit, je me fais exploser». Ça, c'est les conversations qu'il avait avec son psychologue. Il est sorti au bout de, pour mémoire 6 ans. Pour mémoire Mmh. 6 ans, il est sorti, et j'ai essayé de regarder finalement quelles étaient les mesures en place. Donc en fait, j'ai retrouvé son adresse, je l'ai suivi, et ce qui était étonnant, c'était 2 choses. La première, c'est qu'il allait parler à plein de gens dans la rue, plein d'inconnus. Plein de gens dans le 20e arrondissement, en leur demandant des choses parfois assez banales, où est l'arrêt de bus et autres, mais parler pour parler. C'est-à-dire que personne ne fait ça. Personne à Paris, les gens, filent, en avant, ne se regardent pas à Paris. Lui, il allait parler à énormément de monde, Mmh. et donc j'étais un peu circonspect parce que je me disais: «J'ai quelqu'un qui sort de prison pour terrorisme, qui va parler à plein de gens dans la rue, c'est extrêmement louche», et j'avais, à ce moment-là, demandé quelles étaient les mesures mises en place. Il avait une MICAS, donc qui est une mesure, administrative de suivi. Il devait pointer une fois par jour au commissariat,
Je me disais: «C'est extrêmement limité, en fait, en termes de mesures de suivi pour quelqu'un qui est, aussi radical» et encore je pourrais énumérer, le nombre de choses radicales qu'il a dites ou faites et au bout de 2 mois, cette mesure s'est arrêtée. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai poursuivi le fait de le suivre, c'est que j'ai des sources qui m'ont dit: «Il ne vient plus». Effectivement, quand j'y suis allé, en fait, il a arrêté et en fait, cette mesure, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait été condamné pour 6 ans de terrorisme avec des intentions logistiques et en même temps de recommencer l'action terroriste, a pris une Micas, donc une mesure de surveillance de 2 mois et par la suite, plus rien. Vous l'avez écrit, j'imagine, dans un Je l'ai article. écrit dans un article, j'ai Et tout qu'est-ce qui est documenté. J'ai une députée qui a posé une question à l'Assemblée nationale, à Gérald Darmanin à l'époque. Il se trouve qu'il y a eu les législatives et c'était une question écrite, il a un délai de 3 à 6 mois pour y répondre et en fait, avec les législatives, la question est passée à la trappe donc ce qui est assez glaçant, c'est que cette personne, elle est toujours à Paris. toujours en liberté. Toujours en liberté, à Paris, dans nos rues. Donc, on passe là d'une action extrêmement radicale, un profil très radical sur lequel on a enquêté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je sais qu'il me suit sur les réseaux. Mmh. Chose assez incroyable, il me suit. Oui, Donc, en plus, ça vous met en danger puisqu'il sait que ce que vous faites, ce que vous voilà, avez dit et c'est cetera. ça. Et autre, justement, radicalité qui rejoint énormément vos travaux personnels, qui est la question plutôt de l'entrisme, notamment à l'approche des municipales. Et je m'étais beaucoup intéressé à la question du clientélisme des maires. Des maires qui, dans l'année en fait avant les municipales, quel cadeau pouvait être fait aux associations cultuelles musulmanes locales, tout en regardant et en prenant soin. J'avais vraiment fait la distinction à ce moment-là qu'elle relève de l'islamisme. Donc c'est-à-dire que je m'étais interrogé sur les questions liées aux miligorus, certaines associations aussi qui, je voyais, voiler les petites filles, certaines associations qui avaient pris des positions extrêmement radicales. Et j'avais comme ça énuméré plusieurs maires qui avaient augmenté le taux de cadeaux offerts à l'association musulmane du coin. Comment vous le saviez ça? Comment Alors, ça, on a travaillé avec des data analystes Mmh. en regardant les décisions dans les conseils municipaux. Mmh. Donc, on a, avec de l'IA, fait relever grâce à des mots-clés les décisions prises en conseil municipal. Et donc, après, il y avait une dimension de tri parce que l'IA ne trie pas quand c'est négatif ou positif. Bien sûr. Donc, en fait, si on parle d'islam, parfois certains ont refusé, certains ont dit oui. Et on a regardé ce qui allait le plus loin. Et donc, ce qui était extrêmement intéressant dans cette enquête, c'était de montrer que, évidemment, que les personnes qui suivent ces questions d'islamisme ont en tête qu'il y a de l'islamisme et du clientélisme dans les banlieues des grandes villes, Toulouse, Marseille, Paris et autres. C'était de montrer qu'en fait, les choses ont changé. Aujourd'hui, vous avez en Haute-Savoie, des régions dans lesquelles on ne pense pas, énormément de clientélisme islamiste, sans que personne n'en parle. La presse quotidienne régionale n'a jamais fait un article sur ces questions-là. J'avais questionné justement pourquoi est-ce qu'ils n'en parlaient pas. Moi, j'avais en fait montré à peu près 4 maires en Haute-Savoie qui avaient fait face à de l'islamisme, qui s'étaient couchés ou avaient, pour certains, complètement, j'utilise le terme, collaboré avec les islamistes. Et donc, Qu'est-ce que peut-être vous pouvez, ouais. développer, qu'est-ce que ça veut dire collaborer dans ce Alors, cas-là? le 1er cas, je pense notamment au maire d'Annecy. Maire d'Annecy qui s'appelle François Astorg. Le maire d'Annecy qui, pour rappel, aujourd'hui sur la commune, il y a 4 mosquées à Annecy, qui est une ville de 120 000 habitants, a déclaré que, la construction d'une 5e était une nécessité. Mmh mh. 2 des mosquées présentes sur la commune d'Annecy sont liées, au régime turc, à la fois, d'Idlib et Miligorus. Mmh. Hem, Jamais le maire n'a voulu prendre position contre. Il estime que c'est normal, qu'il y a aucun souci avec cette situation et la 5e mosquée Bah, c'est surtout, voilà, enfin, sur quelle base peut-il dire qu'il y a une nécessité d'une 5e mosquée? et c'est une base démographique. C'est une base démographique Et comment Annecy. il calcule ça? Est-ce qu'il y a C'est des parce qu'il expliquait que, en fait, la démographie faisait qu'il y avait des demandes pour une 5e mosquée. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que maintenant, dans les villes comme ça, il y a une mosquée par, origine de pays. Il y a la mosquée turque, ça ça il y ça a a la tou mosquée pakistanaise. ça a toujours été. Ma question, c'est comment il pondère ça? Comment il justifie ça quand on lui enfin, peut-être que vous lui Bah, avez posé la c'est question, très je ne sais simple. pas, mais Il ne répond pas, premièrement, au journaliste qui lui pose la question. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais juste au bout du raisonnement. oui, bien Sur la sûr. 5e mosquée, il construit une mosquée avec l'imam a expliqué qu'il y aurait probablement un grand minaret immense, mosquée cathédrale.
Et donc moi, j'avais quand même posé la question parce qu'en plus, il y avait une question d'avoir des commerces halal autour. J'ai posé la question, j'ai cette cinquième mosquée, donc il y aura des commerces halal autour, il y aura un minaret, on est à Annecy, pas une ville sur laquelle on pense toujours, même s'il y a eu cette fameuse affaire avec ce réfugié syrien qui avait Oui, attaqué au couteau, un et bébé. un bébé. On se souvient de Henri, qui était quelqu'un qui était venu aider justement avec son sac à dos. Et en fait, ce maire d'Annecy, lorsqu'on le confronte à cette question, il a fait deux choses. La première, c'est porter plainte contre Frontières pour mise en danger de sa propre personne. Donc, notre enquête mettrait en danger le maire d'Annecy parce que on a montré qu'il y avait une complaisance vis-à-vis de l'islamisme local. Moi, j'ai Donc le juste danger viendrait de l'extrême droite, sous-entendu? le danger vient de l'enquête et des informations, pour lui, mais c'est tout un paradoxe. C'est-à-dire Mais que, qui pourrait lui en vouloir de il dit qu'il va être qu'il va être mis en danger, mais il se fantasme, hein, ses ennemis, ses adversaires, parce qu'il a jamais eu de problème. Il n'a jamais eu de problème et puis, nous, la seule chose qu'on a fait et moi, je suis pas responsable, des dangers qui pourraient advenir à un maire. Moi, ce que je fais, c'est un travail de journaliste, je montre la situation locale et je le questionnais sur 2 choses. Premièrement, comment, il explique, qu'il y ait une 5e mosquée à Annecy, qu'il y ait cette question du minaret, qu'il ne dénonce pas jamais publiquement la question du Miligorus, la question des ingérences turques directement dans sa commune et je lui ai dit: «Moi, je comprends bien, vous êtes maire, vous n'êtes pas le ministre de l'intérieur, vous n'êtes pas le préfet, mais simplement, il y a des positions politiques qui sont fortes et marquantes. C'est pas lui qui peut organiser la fermeture. Par contre, il peut se mettre en accord avec le préfet pour dire qu'il y a un sujet directement dans sa commune, vis-à-vis d'une mosquée». or il ne Et fait rien. et ça, il ne l'a jamais fait. Par question de clientélisme, même si lui-même ne voulait pas se faire réélire. Sa succession, c'était une élue, les écologistes. Et la deuxième chose qu'il a faite, il a organisé une conférence de presse avec la presse quotidienne régionale. Donc, j'ai oublié le nom des organes de presse qui sont venus, mais les 4 organes de presse à qui il a l'habitude de parler. Sur lequel il a dit: «Je n'ai pas eu de contradictoire de la part de Frontières, ils me mettent en danger, c'est une attaque très, très grave contre les maires, et tout ce qu'ils disent est infondé». Bon, or, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a publié les mails, dans lesquels on a questionné le maire sur la question, à la fois sur le site de la mairie, à la fois sur son adresse personnelle, Vous avez donné vos preuves. mes échanges même avec, sa directrice de cabinet et donc c'est là qu'on montre qu'en fait, on a affaire à un système très malveillant vis-à-vis de ceux qui dénoncent la situation locale. Parce qu'en fait, on a une presse quotidienne régionale de cours qui vient prendre ces informations directement de la mairie et qui se refusera toujours, finalement, à mettre la mairie en En difficulté cause, par bien sûr. rapport à ces informations-là. Et en plus d'avoir un processus idéologique très prégnant à gauche qui font qu'ils n'ont pas envie de dénoncer ces questions. Et donc on a des maires qui, depuis des années, dans bon nombre de départements en France, sont entourés de journalistes qui ne font jamais le travail sur ces questions d'islamisme. Or, la presse quotidienne régionale, c'est l'une des plus influentes. C'est celle qui fait les élections, c'est celle qui fait l'opinion publique directement dans une ville. Et si cette presse quotidienne régionale, elle ne relate pas ce qui se passe, en fait, vous-même, vous êtes en doute par rapport à la situation locale. Vous dites, mais en fait, la presse ne dit pas ce que je vois. Il y a un sujet. Et donc, c'est pour ça aussi que les médias comme Frontières voilà, existent. C'est pour un moment aller apporter la focale sur une situation locale. Et à ce titre-là, j'avais même été entendu à l'Assemblée nationale. Et les maires avaient été convoqués aussi pour devoir s'expliquer sur la situation qu'il y avait dans leur ville et pourquoi est-ce que cette enquête avait fait du remue. Et je dois le dire, j'ai eu face à moi un président d'un président de la commission, pardon, qui a été dans une logique de le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous parce que vous dénoncez aujourd'hui cette question de l'islamisme. Et vous mettez en danger finalement les maires quand Alors vous il dénoncez. ne vous l'a pas dit comme ça évidemment, mais comment vous l'avez senti? Il l'a Il a quasiment presque dit. dit. Ouais, non, non, tout est public pour ceux qui veulent lire aujourd'hui parce que il y a un compte rendu de Oui. cette commission. Ceux qui veulent aller le lire, ils verront que moi-même dans mes réponses, Il y a j'ai les dit, verbatim, hein, je il y a les crois. verbatim et j'ai dit que les questions étaient déplacées, qu'elles n'avaient rien à faire là et qu'elles allaient dans le sens où ils mettaient en danger finalement les journalistes qui font le travail. Parce que c'est ça la dernière strate. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a plus le droit à la fois de la part des élus locaux, même on voit dans une commission qui s'intéresse à l'islamisme, finalement de traiter de cette question de l'islamisme et d'être soi-même en fait accusé d'être virulent. En fait, on se retrouve avec deux ennemis, à la fois les islamistes qui se disent ah bah c'est bon, le maire il est d'accord avec nous, et d'ailleurs même le compte rendu il est d'accord avec nous, et puis de l'autre côté des gens qui nous traitent en diffamation. Mmh. Et on précise encore une fois qu'on a gagné tous nos procès.
Et le motif, c'est toujours, au fond, quel est le motif qu'il y a derrière cette censure que vous subissez? En fait, il y a un dévoiement de la question de Samuel Paty. C'est-à-dire que, l'affaire Samuel Paty, a créé des jurisprudences, où justement la question du doxing a beaucoup avancé Alors et doxing, faut peut-être préciser doxing, quoi? c'est-à-dire que mettre en public des informations personnelles sur quelqu'un en vue, d'avoir quelque chose de malveillant, quelqu'un qui vient s'attaquer à la personne, un harcèlement et autres. Et c'est le processus qui avait conduit à la mort de Samuel Paty, en disant que à tel collège, il y a un prof qui est islamophobe, tout un mensonge et qui avait conduit à sa mort. Et donc, de par cette, jurisprudence qui était importante dans ce cadre-là, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en prévaloir et qui vont dire, «Le média Frontières, quand il parle de ce qui se passe chez moi, me met en danger». De la même manière que Samuel Paty, en disant finalement: «C'est, l'extrême droite qui va venir, à ma porte, me couper la tête, me frapper, et autres». Aucun de ces maires, il n'en aurait jamais, jamais, jamais rien arrivé et Donc toujours cette accusation d'extrême droite accusation pour d'extrême justifier. droite et utilisation en permanence donc de cette jurisprudence pour attaquer Frontières et dire: «Vous mettez ma personne en danger, je porte plainte contre vous». Jamais en diffamation. Parce que la diffamation, ils perdent et si on a des juges, qui sont un peu politisés, qui n'aiment pas vraiment Frontières, et ils peuvent dire: «Bon, bah, oui, effectivement, vous mettez en danger ce maire parce que la question de l'extrême droite est très dangereuse en France aujourd'hui. L'extrême droite peut tuer des gens, donc vous mettez en danger un maire». Pour l'instant, on croise les doigts parce qu'on n'a jamais perdu de ce point de vue-là, mais c'est une façon, d'annoncer la couleur et de dire: «À chaque fois que vous parlerez de nous, on vous fera une procédure» et une procédure, c'est coûteux pour un média. C'est, une façon de dire, bon, vos enquêtes, elles sont bancales, hein, parce que vous voyez bien, il a porté plainte, donc ça veut dire que c'est pas si sûr. C'est une façon aussi de mettre un rapport psychologique. Donc on vous extrémise. On Alors p nous alors parfois, vous avez, sur les réseaux sociaux, moi j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a un qui m'a beaucoup choqué. Ce geste-là, c'est quand il y a un élu communiste qui est malade, qui mmh, vomit mmh. et vous avez fait tourner ça en boucle et ça j'ai pas compris, pourquoi cet extrémisme-là? Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous cherchiez? Hem, alors déjà Je la pense la qu'il y a pas vidéo que la moi qui ai vidéo été, la vidéo bien sûr. choquée. Cette vidéo, elle est plus présente sur les réseaux sociaux. Elle a été enlevée. Donc Heu vous êtes pas super fière de ce geste? Personne, n'était très fier de ce geste. Heu, 2, évidemment qu'à refaire, personne au sein du média, l'aurait refait. Je pense que nous, de toute façon, dès qu'on fait une erreur, Vous ne mais vous ne vous êtes pas décuplé excusée quand c'est même? décuplé Ouais, au quintuple. je suis d'accord, mais On est mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas excusée? Justement, vous avez une déontologie? on a sur cette question-là, on s'est pas excusé parce qu'on a pris une avalanche, de violence en fait, que ce soit, de toutes les personnes qui voulaient nous tomber dessus et même des personnes de notre propre camp et on a supprimé la chose D'accord. et en fait, on a pris tellement de violence qu'on s'est dit: «Bon, c'est bon, on passe à autre chose, on va pas s'excuser sur ça» parce qu'il y a un moment où on se fait tellement attaquer qu'on a fait le dos rond. On a fait le dos rond sur cette question-là. À refaire, on le referait pas. Ça, Mmh. c'est quelque chose, d'évident. Mmh. Donc cette déontologie, vous y tenez, et c'est tant mieux. Donc toute tentative de vous extrémiser maintenant, devient de plus en plus difficile si vous êtes impeccable. Mmh. Bah, d'ailleurs, actuellement, c'est pendant qu'on enregistre, le directeur de notre rédaction est invité dans une commission sénatoriale sur la question des médias indépendants, sur Mmh. laquelle on a répondu justement à la façon dont on traite l'information chez Frontières. Donc, dans une volonté, toujours de contradictoire, de droit de réponse dès qu'il y en a besoin, de croiser au moins 3 sources pour chaque information, qu'on sortirait dans le cadre d'une enquête, de vérification, de documentation, de sources écrites, et également lorsqu'on a fait, une petite imprécision ou quelque chose comme ça et ben, on peut le réécrire, on en parle et on le dit publiquement qu'on a fait, un Rectificatif? rectificatif, sur une chose. Mais ça nous arrive très peu parce que, on sort beaucoup de nos enquêtes en format magazine
Et donc, on a conscience que la question du rectificatif, elle est Ouais, compliquée. Elle sortira il faut qu'elle. sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est imprimé, c'est imprimé. Mmh. Donc, nous, on Est-ce que vous travaille. avez l'impression des fois de vous retenir, en écrivant ou est-ce que: «Ah allez non, Je pense pas qu'on puisse dire que Frontières se retienne quand on écrit. Nous, justement, on y va plutôt assez de manière franche. mmh mh, Après, il y a une formation journalistique aussi à ça, c'est-à-dire que euh, on fait pas de l'éditorial. Dans nos magazines, hein, il y a des gens qui font un peu d'éditorial chez nous, mais dans nos magazines, on fait pas d'éditorial, on fait des faits, et de l'information et donc en fait, le style d'écriture s'adapte à ça et c'est comme dans un papier police-justice ou un papier qui traite finalement des questions judiciaires, il y a pas de place pour l'interprétation. Tout mot a un sens juridique et donc nous, ce qu'on fait, c'est des papiers d'enquête qui décrivent, qui expliquent, la situation, telle quelle. On est des artisans de l'information et on sait que chaque mot peut avoir, une retombée juridique et donc la façon dont on écrit, il y a pas de volonté d'être, sulfureux ou autre parce que c'est des formats enquête et donc ce qu'on dit, c'est tel jour, c'est telle le plus information, factuel possible». voici ce qui s'est passé et la question de l'éditorial, elle ne nous appartient même pas. Elle peut être faite par certains de nos journalistes sur des plateaux comme CNews, sur, des radios et autres, mais elle ne se fera pas chez Frontières. Chez Frontières, c'est une usine à information. C'est un endroit où nous, on crée de l'information, on va la chercher, on la récupère, on la donne au public et ensuite le public s'en charge, avec évidemment les codes, du digital, de pouvoir être percutant pour qu'à un moment les gens aillent lire, Mmh. aussi, nos informations. Parce que, si c'est pour écrire dans notre coin sans qu'on soit jamais lu, bon, Après vous avez une ligne de droite, tout à donc fait, pour vous, c'est important que le pouvoir soit plutôt à droite, j'imagine. On le voit aussi à certaines de vos unes. Donc ce positionnement à droite, vous l'assumez, complètement. complètement Ah bah, et si complètement, vous pouvez, heu, soutenir dans les prochaines élections, présidentielles des candidats, vous le ferez? alors il y a 2 dimensions. La première, c'est si on revient sur la question, de l'engagement journalistique, je pense que les Français sont extrêmement fatigués de d'avoir une classe de journalistes qui se prétend neutre et qui ne l'est pas. Ça, c'est le premier constat. Que Mediapart dise qu'ils n'ont pas de parti pris, c'est faux. Que le service public dise qu'il n'a pas de parti pris sur des émissions produites par Media One, Together Media, c'est faux. Et les Français en ont marre. Ils veulent savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et d'ailleurs, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'était la presse au début du 20e. Début du 20e, les gens savaient où est-ce qu'ils mettaient les pieds, ce qu'ils allaient lire et c'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que le matin, on peut se dire: «Je vais lire quelque chose de gauche, je vais lire quelque chose de droite». Je vais comparer. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est omis? Parce que tout est politique. Un JT de TF1 est politique, dans le choix de la sémantique, dans le choix des sujets, dans le choix de ce qu'ils n'ont pas traité, dans, les images qu'ils ont mis en avant, dans, l'intonation, d'un journaliste. Tout est politique et tout est fait. Donc la neutralité n'existe pas. La chose qui existe par contre, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté dans notre travail et c'est de dire que, nous, ce qu'on fait, nos informations, elles sont vraies, elles sont justes et 2 c'est Elles quelque sont chose sourcées. elles sont sourcées, et 2 c'est quelque chose qui existe et on vous le présente vraiment honnêtement. Voici pourquoi et on vous donne les éléments pour que vous puissiez, vous-même vous informer et puis en faire quelque chose. Après l'information ne nous appartient plus et donc nous, on vous le dit, nous, on est évidemment, une analyse de droite Oui, c'est-à-dire vous sur avez les un questions. angle de vue On de a droite. on traite surtout des questions migratoires, de l'extrême gauche, de l'islamisme et donc les sujets sur lesquels, on traite ont attrait à des questions qui sont plutôt, à la droite. C'est des sujets donc nous, on s'en cache pas. On a pas de souci et même dans nos vies personnelles, on le dit, on est patriote, on fait ça aussi parce que on pense que c'est important, que la bataille informationnelle est extrêmement importante. Ça n'empêche pas de bien faire son travail. Mmh. Ça, c'est ce que font, de l'autre côté, Le Canard enchaîné, c'est ce que fait l'Humanité, c'est ce que fait, Mediapart, c'est ce que font, bon nombre de médias. Libération Ça et Libération, même des journaux qui voilà, c'est sont ça donc financés et par, certains, le voilà. contribuable. Exactement. La deuxième question, qui était une question de, en gros: «Est-ce que vous roulez pour le RN? Est-ce que vous allez mettre le RN au pouvoir?» C'est pas comprendre ce qu'est Frontières dans ce cas. Nous, on on n'est pas un média, c'est-à-dire que le RN n'a pas besoin de frontières pour, arriver au pouvoir. Le RN, se passera tous les jours de frontières pour arriver au pouvoir, ils ont pas besoin de ça. Les gens, ils ont pas besoin de regarder Frontières pour être convaincus ou non de voter Rassemblement national. Frontières, c'est une dimension
d'enquête. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas de porter des candidats, mais c'est d'aller travailler sur des candidats sur lesquels les médias d'enquête ne font pas leur travail. À chaque élection présidentielle, législative, municipale, vous avez une armée de médias pour dénoncer les brebis galeuses du Rassemblement national. Vous n'en avez aucun pour parler des brebis galeuses de la France insoumise. Donc nous, on est là dans une logique de rééquilibrage médiatique et de dire que face à la majorité des médias d'enquête, bah, il est intéressant qu'il y ait aussi des médias d'enquête de droite qui aillent faire le travail de l'autre côté. Parce que sinon, l'opinion publique, elle se crée de manière inégale. Sinon, c'est toujours les mêmes médias d'enquête qui sont repris dans le service public. Et pourtant, nous, on bataille hein, pour être repris dans le Mmh. service public. Et ils ne nous reprendront pas, malgré le fait que nos informations sont justes. On est repris sur BFN de temps en temps, on a nos informations, mais on voit bien qu'il y a encore une chape de plomb médiatique autour de nos informations et que d'ailleurs notre influence parfois elle est même fantasmée Mmh. sur bon nombre de sujets. Mais en Parce que même temps, les sujets que vous traitez sont devenus mainstream. Il y a des commissions pour étudier les liens entre l'islam politique et la gauche. Tout ça, c'est vous aussi qui avez contribué à le mettre à l'agenda. Vous en prenez souvent à l'extrême gauche, et j'ai rien contre ça, bien au contraire. Mais vous aviez fait, de vos journalistes avait fait d'ailleurs une enquête très intéressante sur les mouvements woke, les mouvements de la gauche radicale, qui s'étaient retrouvés finalement autour de la question du Hamas et de la lutte résistance palestinienne, soi-disant, et qui montraient bien qu'en fait tous ces gens étaient un peu paumés. Euh, Soit ils étaient pour le climat, soit pour des formes de féminisme alternatif, etc. Et s'étaient retrouvés tous agglutinés autour de cette question du Hamas. Et c'était vraiment très intéressant de suivre cette évolution. En fait, il y a des causes ce que moi j'appelle des causes perdues, en fait, puisque bon, les femmes sont plutôt bien traitées ici en France et en Occident. Et il y a toujours cette espèce de féminisme radical qui ne fait plus sens. Ce sont des causes perdues. Et donc, comme ils n'ont vraiment plus rien à défendre, ils finissent par se retrouver agglutinés autour de causes qui ne sont pas les leurs. Et il y a une cause qui est vraiment... Enfin, il y a quelques causes qui sont vraiment encore à l'agenda, qui sont le décolonialisme, l'islamisme et le pro-palestinisme. En fait, tout cela est lié. Et on va retrouver donc tous ces mouvements agglutinés. Je ne Mm. sais plus quel était le nom de cette journaliste, mais c'était un article remarquable. Donc, vous faites quand même bouger les choses par le fait que vous mettez en lumière des sujets qui sont restés très très longtemps tabous. Puisqu'on l'a évoqué au début de la conversation, il est difficile d'être de droite, il est difficile d'être patriote, il est difficile d'être français culturellement. Et ça date pas de votre génération, c'était déjà la mienne. Moi, j'ai 61 ans. C'était déjà à l'époque du touche pas à mon pote, un espèce de crime d'être français. Donc, c'est vraiment pas d'hier, mais vous avez su apporter cette contradiction au plus haut sommet et c'est assez remarquable quand même. Merci beaucoup. Peut-être sur cette question du Hamas, ce qui est vraiment intéressant, et là on rejoint, la boucle est bouclée sur la question de la radicalité. Euh, c'est aussi pour nous, à un moment, on a compris que euh, les personnes qui étaient là, la plupart de Sciences Po, qui étaient complètement donc qui étaient aveuglés par cette question décoloniale, qui effectivement avaient une forme de mal-être en fait en eux, et qui voulaient absolument faire se montrer comme ceux qui iront jusqu'au bout pour la cause, face à on a été un des premiers médias à mettre en lumière quelqu'un qui s'appelle Elias Zimzalem, qui était présent aux réunions d'urgence Palestine auxquelles en fait on assistait à l'époque, c'était en 2023. Les premiers moments où la France insoumise fait une jonction extrêmement pertinente d'un point de vue idéologique pour eux, au sein d'associations comme Urgence Palestine, entre des personnes comme Elias Zimzalem, qui sont des frérots salafistes, qui mélangent bien les concepts, qui savent bien passer d'ailleurs, même quand il parle, il est... Alors lui, il a les stigmates pour le coup. Lui, quand il porte, il a sa longue barbe et haute, mais quand on le suit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il paraît plutôt sympathique. Il mange des glaces, il est sympathique, il met des musiques, voilà. Et finalement, on a une jonction entre ces islamistes, le courant politique de la France insoumise et un réservoir militant
qui est en demande de radicalité parce que, complètement, atomisés, dans leur esprit sur la question de la repentance. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir que qui étaient les plus radicaux là-dedans? C'était pas Elias Zimzalem et les islamistes. C'était pas la France insoumise. C'était les étudiants de Sciences Po qui, en permanence sur les boucles, tenaient des propos en disant: «Il faut éradiquer Israël». Alors que, nous on était sur les boucles, on se disait: «Ça va être sûrement les militants islamistes qui vont appeler et autres». Non, non, les plus radicaux, ceux qui utilisaient même parfois les expressions les plus islamistes en disant: «Le jour du 7 octobre, j'ai dit Allahu Akbar». On aurait Et pu se c'était dire, des vrais. Enfin, le problème là, c'est la preuve sur les réseaux sociaux. On ne sait pas, les gens peuvent utiliser des pseudos. Comment vous saviez ah qu'il bah, s'agissait de. c'était assez simple parce qu'en fait, c'était des boucles Signal, Mhm. et pour le coup, les tous n'étaient pas sous pseudo, certains même, Et disaient c'était ces des. choses. Oui, c'était des boucles généralistes, hein. C'est des boucles assez généralistes, même s'il fallait quand même, être un peu introduit. Ouais, C'est bien pas non sûr. plus la première boucle, Ouais. mais il fallait être un petit peu introduit. D'ailleurs, quand on s'est fait repérer dessus, ça s'est mal passé. On s'est vite fait, dégager, mais ces boucles-là, on pouvait très vite retrouver qui était qui, en fait, ceux qui avaient parlé et puis ce que je vous dis là, c'était des choses qui se tenaient aussi à l'oral. Mhm. C'est-à-dire, une dimension de dimitude, Ouais. Alors, vis-à-vis. vous dites demande de radicalité. Alors, c'est de la diminution ou une demande de radicalité? Où est-ce que ça se trouve? Ah, ça se trouve, c'est-à-dire qu'on est radical quand on devient un dhimmi aussi. C'est-à-dire que, en fait, paradoxalement, quand on devient un dhimmi, on commence à accepter des choses qui sont très radicales que moi, quand je vais dire non, on va dire que c'est moi qui suis d'extrême droite. C'est-à-dire que, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que si je dis non, par exemple, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, cette personne-là qui va me dire que que le Hamas résiste face à Israël, qui est l'État terroriste, on va parfois me faire passer pour moi le radical d'extrême droite, face à la cause de libération du peuple palestinien prétendue. La victimisation. Prétendue. Et donc, et ce qui était donc le plus inquiétant, c'est de se dire que ces personnes qui étaient radicales, qui étaient souvent les plus zélées, celles qui voulaient aller aux manifestations, celles qui voulaient faire les banderoles et autres, bah, c'est l'élite de demain. C'est l'élite de demain. Et je pense que Et ça, vous pas. vous y attendiez pas? Bon, Si, vous avez mais dit: «On a quand même été surpris», non, non, mais il est quand même, il y a un monde entre, se dire qu'on a une génération islamo-gauchiste et autres et celle de voir comment ça se passe lorsqu'on les voit, face à ceux vers qui ils veulent rendre service, quoi. mmh. Quand on le voit, au sein des associations, on se dit: «D'accord, donc là, Donc classe sociale moyenne, plutôt, plutôt bourgeois. plutôt bourgeois. Plutôt bourgeois quand même, plutôt bourgeois, Donc les antifas, peut-être un profil ouais, antifa? un profil antifa et puis c'est toujours pareil, c'est tout ça, c'est des groupements de faits. Donc, on a, un militant qui va être dans l'urgence Palestine, comme il va se retrouver dans les soulèvements de la terre, C'est ça, ouais. comme il peut être proche de la C'est un jeune espèce de garde. nomadisme des causes. C'est ça, comme il peut se retrouver, dans la jeune garde ou du moins proche, et tout ça est une intersectionnalité des causes. C'est pour ça que vous parlez, de demande de radicalité. C'est ce que Olivier Roy, qui n'est pas mon auteur préféré cependant, a appelé, mais à juste titre, l'islamisation de la radicalité. C'est très juste. C'est sur de ce point de vue-là, disons que l'islam offre un chemin extrêmement clair et radical, de ce point de vue-là et surtout, bon, il y a aussi une volonté de 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 vertu affirmée qui est extrêmement, Donc bourgeoise faire le mal pour le camp du bien, au et nom et du bien. et qui est même extrêmement, bourgeoise d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire de se montrer toujours plus, bienfaiteur parmi les bienfaiteurs, Mais jusqu'à tuer, de se montrer bah, jusqu'à tuer, jusqu'à jusqu'à tuer tuer, quand mais un bon, euro. les intellectuels de gauche ont toujours défendu les pires causes, à l'étranger, chose qu'ils ne voudraient pas pour leur propre pays. Enfin, à un moment, de Sartre, qui défendait, ce qui pouvait se passer en URSS, à d'autres, en fait, ils ont toujours été dans le mauvais camp. Ceux qui ont défendu, l'ayatollah, Khomeini, ceux qui ont défendu toutes ces causes-là Et qui défendent encore, ouais. et qui défendent encore, ont toujours été du mauvais camp. Toujours, mais Mmh. dans ces volontés de radicales pour les autres peuples. Mais par contre, pour ce qui est de défendre un jour, cette question mais là, c'est le clivage entre, la droite et la gauche. C'est exactement ce clivage-là. C'est, la question de: «Moi, je défendrai toujours, mes voisins avant ma famille». Ben non, ça pose un problème anthropologique et sociologique, pragmatique et normal. On défend d'abord sa famille,
ensuite ses voisins et ensuite les autres. Sinon, en fait, les questions de responsabilité sont inversées et c'est une société qui est dysfonctionnelle. Saint Augustin, charité bien ordonnée commence par soi-même. Des principes, qui même, en fait, vont à l'inverse de ce qu'est le christianisme. Le christianisme, c'est pas, tout le monde on jette tout le monde et je laisse, mourir les gens chez moi. Ça n'a pas de sens d'un point de vue c'est une religion de la responsabilité, de l'engagement individuel, en dehors des lois et donc de ce point de vue-là, ils s'inscrivent en totale contradiction avec ce qui est une sorte comment dirais-je? De système fonctionnel pour arriver en fait, des petites patries à la grande. C'est monté en étage à chaque fois Mmh. et sur ça, on a une génération qui, il faut le dire, aujourd'hui vote énormément France Insoumise, qui est très, engagée et qui est, par rapport à la génération on dit qu'il y a une génération RN, mais la génération France Insoumise est beaucoup plus politique et beaucoup plus engagée dans les sphères, de l'entrepreneuriat, de la politique que la génération qui vote RN. Mmh. Donc on a encore une fois cette dimension bloc populaire contre bloc élitaire qui est très bien décrite par beaucoup de sociologues et de comme Jérôme Fourquet et autres et on va vers une sorte d'affrontement générationnel qui ne se comprennent pas. Mmh. Qu'est-ce qui vous a, à votre avis, amené sur le chemin que vous avez pris, alors que dans votre génération, on est plutôt islamo-gauchiste? La première chose, je pense une éducation, incroyable de mes parents. Une éducation faite de responsabilité, de probité morale, La religion? d'honnêteté. Non, j'ai Pas du pas eu tout? la transmission, religieuse, simplement d'un aspect culturel et moi-même par contre je me suis converti, il y a 5 ans. Mmh. Moi-même, je suis allé vers, le christianisme il y a 5 ans. Hem mais c'est vraiment une probité morale, une façon d'être honnête, un bon sens paysan qui vient aussi de ma famille, d'être sincère et je pense après, moi à titre très personnel, une dimension de on a conscience que le temps passe, que de notre propre finitude et qu'est-ce qu'on fait de ces années-là? Ça veut dire que s'il me reste, 50 ans, qu'est-ce que je fais de ces années-là? Est-ce que je les sers, pour moi, mon petit plaisir personnel pendant 50 ans ou est-ce que je les donne à quelque chose de plus grand que je pourrais donner à mes enfants? Et dès lors qu'on s'inscrit dans une dimension d'héritage, on commence à se dire: «Qu'est-ce que je Mmh. laisse?» Est-ce que vous diriez que parce que justement vous avez, fréquenté des musulmans à l'école et qu'ils vous ont, interrogé par rapport à leurs propres croyances, est-ce que c'est ça qui vous a renvoyé vers les vôtres? Ou celles Ça qui fait auraient forcément partie, ça fait forcément partie parce que comme, je vous l'expliquais au collège, le blanc, il est rien. Le blanc, il est rien, il a pas de culture, et sa culture est souvent méprisable. Ou sa culture se réduit à être dans l'accueil des droits de l'homme. C'est ça qui mmh, serait toute sa culture. Donc forcément, moi je l'ai plus vu au collège comme un aspect dysfonctionnel de ce qui ne marche pas. Mais on peut pas faire des choses avec ce qui ne marche pas. Il faut construire à un moment. Il faut construire, il faut aller et donc moi ça a été des expériences personnelles, que je suis allé faire de l'humanitaire en Afrique, la question du Covid est forcément un moment, introspectif, où on se pose les questions, le temps s'arrête, on se pose les questions, où est-ce qu'on va? Et je pense tout simplement, la passion aussi pour l'histoire, c'est quand même incroyable d'être en France à 18 ans, ne rien connaître au christianisme, ne pas connaître bien l'histoire de son pays et de se dire: «En fait, je suis incapable de décrire la culture de mon pays». C'est incroyable quand même. mmh. Même si ça prouve qu'on a une grande culture de ne pas pouvoir le définir en quelques mots. C'est évidemment, parce qu'on a une culture très subtile, on peut pas définir la culture française en quelques mots, c'est très long. Mais ne pas pouvoir mettre un seul mot sur qui on est, c'est un vrai souci générationnel et ça, de toute façon, l'histoire est cyclique. L'histoire est cyclique, de ce qui est l'après-guerre et de ce qui est la société, on pourrait dire de la jouissance, de celui qu'on a appelé, homo festivus, après homo economicus, l'homme qui vit par ses intérêts, on a eu homo festivus, la génération des boomers qui ont pris plaisir et tout, mais qui ont pas été dans une notion de transmission Mmh. Alors et bon, il y a beaucoup de choses fausses, hein, sur les boomers. c'est évidemment, on parle en Il y a beaucoup tendance. de caricatures. On parle beaucoup en tendance et je pense d'ailleurs que ce sont les structures qui font d'abord les idées, hein. Donc évidemment que, les personnes qui ont, pu accéder à un nouveau essor économique, de confort, ont eu de nouvelles idées. Parce que ça venait du fait que, oui, ils Mmh. accédaient à un confort qu'ils n'avaient jamais eu. Pour autant, ils ont pas pensé l'après. C'est Mmh. pas parce qu'ils ont accédé à un nouveau confort, qu'il fallait arrêter de penser l'après. Et Mmh. l'après, c'est ça Oui, c'est se simplement sur cette question de boomer qui me choque chaque fois. c'est vrai? Moi, je fais partie de la génération,
presque d'après-boomers, enfin juste à la charnière des boomers et de ceux qui suivent, je sais pas comment on les appelle. Et je suis toujours étonnée de ces caricatures parce que ça dépend des classes sociales, ça dépend du milieu où vous avez vécu, des études que vous avez faites. Moi, par exemple, quand j'arrive à 20 ans, c'est la crise pétrolière. Attendez, 75, la crise pétrolière est passée et le chômage est massif. Donc, on n'a rien. Et je vois la génération de mes fils, au contraire, sont arrivés au moment où on peut investir, faire de l'argent en faisant rien. Donc, c'est complètement renversé par rapport à. Et je pense que l'insouciance est plutôt de ce côté-là que de notre côté où on a vécu des moments extrêmement difficiles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur les boomers qui alimentent plutôt une espèce de conflit de génération qui ne nous arrange pas. Ça fait Mmh. partie de ces choses qui nous épuisent en fait dans nos sociétés, c'est qu'on crée des conflits là où il n'y en a pas, là où au contraire on aurait besoin de solidarité À à entre à les générations. à vrai dire, je me place pas sur le terrain de est-ce que Et je notre dis pas que époque c'était est vous, est-ce hein. que non, mais parce que moi je suis dans un sans rancœur ni rien, mais sans rancœur, mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité générationnelle, d'avant et c'est pas tant d'un point de vue de, est-ce que notre époque est dure ou pas? Mmh. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est notre époque par rapport à ceux qui sont allés en 14-18 dans les tranchées? Mmh. Qu'est-ce que c'est notre époque par rapport à ceux qui ont vécu 39-45? C'est pas grand-chose. Pas une question de confort, c'est une question de, De qu'est-ce transmission, qu'on ouais, lègue en ouais, c'est ça. transmission? C'est plutôt de ce point de vue-là. Il faut Bah, on d'un ne point de peut vue transmettre que ce qu'on nous a transmis, c'est ça d'un qu'il faut c'est considérer. un peu ça et donc on arrive à cette génération des dépossédés. De ceux qui, sont pas capables donc d'exprimer ce qu'est leur culture et c'est là qu'il y a un grand mal-être parce que finalement la force aussi des nations de se relever, c'est parce qu'ils sur les racines de quelque chose, on peut produire, des gens qui savent donner un cap. Aujourd'hui, quel est le cap? Quel est le terreau pour créer aussi parce que, c'est vraiment, sur cette si jamais on analyse d'un point de vue de ce que disait notamment Jérôme Fourquet dans ses Mmh. qui analyse, par exemple, la disparition du prénom Marie, la disparition des prénoms chrétiens. Pourquoi est-ce que les Français arrêtent de donner des prénoms chrétiens? Pourquoi est-ce que et c'est plutôt dans cette rupture-là, qu'il y a une critique finalement de ce que sont les boomers, plutôt que sur simplement les conditions matérielles, qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont pas les pires Mmh. de l'histoire de France. L'histoire de France a toujours Mais été faite de chaos. l'idéologie de la gauche Mitterrand, c'est celle de mes 15 ans, 16 ans. Il y a déjà plus du tout de transmission. La question, le catholicisme, le drapeau français, ce sont des choses qu'il faut rejeter, qu'on nous incite à rejeter. La génération de mes parents, par exemple, qui sont nés pendant la guerre ou un petit peu avant ou pendant, cette génération va aussi subir la guerre et puis ce que les fameuses années, comment on appelle ça déjà? Il y a un mot. Les Trente Glorieuses? Oui, voilà, ils vont vivre les 30 glorieuses et eux avoir toute une période faste, hein, après la période de la guerre. Donc, eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Donc, en fait, la question de la transmission, elle est sur très longue durée. Tout Mmh. le XXe siècle connaît un problème de transmission. Tout va très vite. Il y a des guerres, il y a des moments d'effervescence et puis des chutes brutales. Mmh. Et je crois que tout le discours autour des boomers ne tient pas compte de cette longue durée. Comme si vraiment cette génération de boomers avait tout fait, qu'elle était une génération spontanée. Mmh. C'est faux et ça fait partie de la guerre des générations qui ne nous aide pas justement à transmettre. Et moi, c'est pour ça que je vous disais, dès le début, j'avais pas de rancœur ni rien parce que je considère que c'est un point de vue de gauche, de dire que c'est la faute des boomers. Je considère Oui, que je trouve rejeter aussi. la faute sur les autres, c'est quelque chose de gauche. Je considère que l'homme de droite, c'est celui qui se responsabilise, C'est le qui conservateur. dit même en dehors du conservateur, qui se responsabilise, qui dit: «Il y a des problèmes, on va s'en occuper. On va, gérer, on va recréer, on va refaire. On va arrêter de se trouver des excuses, de dire que c'est la faute d'un tel». Même, c'est la question de la culture française, c'est pas la faute des immigrés. C'est pas la faute des immigrés si les Français, ils croient plus en leur pays, ils s'appuient c'est la faute des Français. Mmh. Les Français, ils ont élu Macron. Les Français, je veux dire, il y a un moment, il faut s'interroger nous-mêmes et donc c'est pas la faute des boomers si on en est là. Aujourd'hui,
Il faut simplement se dire comment on fait pour reconstruire. Ça sert à rien de trouver des responsables. Il y en aura toujours 10 000 et les responsabilités sont partagées. Trouvons un chemin. C'est ça. Si on accepte la transmission, il faut accepter la transmission de la transmission de la transmission et donc le temps long. Donc voilà et puis après c'est toujours pareil, c'est face à l'adversité, des personnalités émergent, l'histoire a toujours été, faite comme ça. L'important, c'est combien de personnes aujourd'hui sont capables aujourd'hui d'assumer, de prendre les coups parce qu'on en revient aussi à ce qu'on disait au début, c'est, aujourd'hui la violence elle est sociale, elle est psychologique, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par l'isolement familial, elle passe par moi j'ai de la chance parce que j'ai un bon cadre familial, j'ai des bons amis, mais il y a beaucoup de gens, même dans mon média, qui ont tout perdu. Qui ont perdu leurs amis, qui ont perdu parce que les barrières, l'incapacité à accepter que quelqu'un ait des opinions, très à droite autour de soi, parce que sinon on va y être assimilé. Il y a un manque d'intelligence, hein, Mmh. assez Après, il y a incroyable. aussi la violence physique. Vous avez subi dans votre rédaction, Bien des sûr. menaces et des est-ce que vous Mmh. pouvez nous en Ouais. parler un peu? Bah, nous, il y a deux sortes de menaces. C'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment l'impossibilité aujourd'hui réelle à couvrir des manifestations d'extrême gauche sans être menacé, violenté, repoussé, agressé, Et on ça peut reçoit tuer, hein, on on sait maintenant donc exactement, on reçoit des projectiles, et effectivement, ça a conduit à la mort, par la violence politique, du jeune Quentin, quand on va très, très loin. Parce qu'il faut pas oublier que nous, notre rédaction, elle était une semaine avant, la mort de Quentin à Avignon avec les collaborateurs de Raphaël Arnaud, les mêmes mis en cause et aujourd'hui en prison pour la mort, de Quentin. Et que notre journaliste Jordan Florentin, s'est retrouvé face à eux et ils ont quand même dit: «S'il y a pas ta caméra, ça va se passer différemment». Les notes des renseignements ont par la suite, expliqué que si effectivement, il y avait pas eu la caméra, il y aurait eu de la violence à ce moment-là. C'est des notes des renseignements territoriaux qui expliquent parce que maintenant, ils font attention, les renseignements à où est-ce que se déplacent Frontières parce qu'on est tellement mis en danger que ça devient un sujet de sécurité pour eux. on vous Heu, a proposé une protection policière? non. Jamais. Nous, ça pose une question déontologique en tant que journaliste. Parce qu'on a besoin d'une certaine forme de liberté et que la protection policière est ambivalente. Elle est à la fois pour protéger, mais un ministère de l'intérieur est aussi là parfois pour surveiller, offre moins de possibilités, de liberté et autres. Donc Bah, ça, je peux en témoigner. je pense que je parle à la personne qui est le plus concernée, probablement de France, face à moi sur ces questions-là et jusqu'à ce qu'on soit dans une situation trop extrême, on la refusera toujours. Sauf si un jour, on sent que ça devient, trop compliqué. Et la deuxième, c'est évidemment la question, islamiste. Mais peut-être sur l'analyse de l'islamisme, ce qui est important, c'est qu'évidemment que nous, on a été mis en danger, comme je disais, il y a quelqu'un qui a été condamné, pour, justement, qui était en lien avec le Hezbollah, pour projection d'un attentat sur notre rédaction, qui avait, s'était renseigné sur, l'adresse, d'Éric Tegner, qui le suivait, qui cherchait à savoir qui était Éric Tegner, ses déplacements et autres. Donc lui, il a été condamné et sachant qu'il avait déjà, fait une agression au couteau, hein, quelques années auparavant, en 2016. Et donc il avait été condamné pour ça. Et ce dont je me rends compte beaucoup, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que nous, dans notre approche, finalement, les islamistes, d'une certaine manière, peuvent comprendre, ce qu'on fait. C'est-à-dire que, nous, on travaille, sur, des questions parce qu'on estime que l'islamisme est un problème en France. C'est un problème en soi, civilisationnel, culturel, physique, pour beaucoup de gens. Ils sont d'autant plus sensibles à un autre travail que nous, on ne fait pas, qui serait le travail de la caricature. Le travail de la caricature du prophète, de ce qui relève de l'ordre du blasphème pour eux, est quelque chose d'éminemment plus sensible, épidermique dans les réactions par rapport aux rédactions. Et Charlie Hebdo, c'est exactement un cas concret de ce qui a pu beaucoup plus les exciter. Heu, la dernière phase aujourd'hui, c'est la question du conflit, israélo-palestinien qui est le dernier, source de stress, qui génère de la violence chez les islamistes parce que, les personnes qui prennent position sur ce conflit, qui ne vont pas dans le narratif, du palestinisme, sont jugées comme complices d'un génocide vis-à-vis de populations musulmanes. Et donc là, c'est une nouvelle forme de violence qui génère en eux parce qu'on serait des complices. Et sur la question notamment, nous, du projet, d'attentat, notamment contre Eric Tegner, c'était la question d'Israël qui motivait tout ça. C'était Est-ce v que ça vous a fait lever le pied ou pas? Non, ça nous a pas fait lever le pied. Pour autant, ça nous a fait,
prendre encore plus conscience de la réalité concrète de parler de ces sujets-là. Ça nous a Moi, j'ai pu accéder à tout le dossier, de cette personne et c'était, extrêmement, fourni et détaillé, hein, d'un point de vue de renseignement, ce qu'il cherchait à voir, construit d'un point de vue idéologique, d'une idéologie très tiers-mondiste. À la fois, pro-Iran, pro-russe, face à l'Occident, Mmh. revanchard. C'était vraiment quelqu'un de construit idéologiquement et donc on se rend compte, encore une fois que les profils qui sont capables de passer à la violence, c'est pas forcément la personne qui serait bête, dénuée de sens et Surtout autres, pas. et c'est celui qui est capable à un moment. Et dernière chose, il travaillait quand même dans le département, c'était dans le Haut-Doubs, et il travaillait quand même dans les services départementaux, hein. C'est-à-dire que c'est Ouais. quelqu'un qui était très radical, qui consultait du contenu djihadiste sur les ordinateurs des services départementaux. Mmh. Donc ça pose aussi des questions de, Donc quels ça sont vous les leviers amène de quand surveillance? même à être prudent? On est toujours prudent, Je veux dire à ne pas travailler sur certains sujets, tout non, simplement? non, ça jamais. Ça jamais, 1°, parce que je pense qu'on est une rédaction qui est courageuse. Une rédaction qui est courageuse, qui a pas peur, une rédaction qui va dans le fond des sujets et très clairement, en fait, c'est leur laisser la victoire. C'est-à-dire que si, sous la menace d'un attentat, on arrête de travailler sur ce sujet, bah, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que c'est le but, de l'attentat, c'est pas tant de nous tuer, mais c'est de nous faire taire par tous les moyens, soit en nous éliminant, soit juste en nous impressionnant. Donc ça, c'est certainement pas le style, de la maison. Le 2e, c'est simplement que nous, de manière, très concrète, on n'a pas peur, en fait. C'est-à-dire que vis-à-vis de ces gens-là, on les regarde, les yeux dans les yeux et on leur dit: «En fait, nous, on est des journalistes, Mmh. on est en France, on fait juste notre métier et on est en droit de le faire». Mais, Et de ce point de vue-là, en fait, on est complètement dans notre droit. Et si nous-mêmes, en fait, on commence à se dire: «Bah, en fait, on va arrêter de faire du journalisme d'enquête, on a peur», et que la rédaction de Frontières recule sur ces sujets-là, le signal envoyé, à ceux qui nous suivent, ceux qui regardent Frontières et tout, sera extrêmement négatif. bien sûr, vous Et avez eu des défections à l'intérieur de Frontières suite à ces menaces? non, pas pour ces raisons-là. Pas jamais pour des raisons liées à des projections d'attentats de violence. Ce qui est arrivé, par contre, c'est une violence qui est différente, c'est plutôt celle de l'extrême gauche qui confère à la question du harcèlement en ligne et de personnes au sein de notre rédaction qui en avaient marre, qui se sentaient, c'était trop oppressif pour eux, les messages. Parce que c'est vrai que, sur le téléphone, c'est une menace de mort, tous les 2 jours à peu près, hein, Oui, en oui. fonction des contenus, en fonction des jours, des humeurs. Et donc, on est assez, psychologiquement, on est vraiment, en carapace, donc on est fort sur ça. Pour autant, on peut comprendre que certains, ce soit compliqué, à force, en fonction de la façon, de l'émotion de chacun, de la sensibilité de chacun. Et je pense que tout le monde n'est pas non plus fait pour le faire. Mmh. Tout le monde n'a pas, sa place dans le combat en première ligne, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui aspirent à avoir une vie différente. Elle peut être engagée, mais pas forcément, sur la première ligne, et ça, on le comprend. Mais c'est des tempéraments, hein, chez Vous Frontières. avez Oui, je comprends. C'est des Vous avez tempéraments. l'impression d'être en première ligne? Oui, Si une guerre civile, se déclarait, ce je n'y qui est crois pas. pas improbable, Je hein, n'y pour crois pas. moi, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à la guerre civile, pour diverses raisons. Il La y a des spécialistes qui en parlent, des Ouais. gens qui connaissent bien leur sujet Mmh. et Mais moi, vous j'y crois. préférez ne pas y croire? Ah bah, c'est pas que je préfère ne pas y croire, c'est que pour des raisons très concrètes, vraiment, j'y crois pas du tout. Tu sais, je suis un fin lecteur de Michel Houellebecq et je crois bien plus à un scénario à la À la soumission, Welbeck. à la Houellebecq, plutôt qu'un scénario où, le grand réveil des Ça, Français, c'est très étonnant pour un patriote, justement. Tous les patriotes que je connais voient la guerre civile parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée de la soumission. Bien sûr, mais moi non plus, je la supporte pas. Pour autant, la dynamique actuelle, je suis forcé de constater que, après, bon nombre d'affaires, que ce soit les attentats djihadistes, qui ont eu lieu en France, les morts liées aux OQTF, l'affaire Lola, et d'autres, des viols terribles comme l'affaire Géronimi, que ce soit la mort de Thomas Perotto à Crépol, bon nombre d'affaires qui auraient pu susciter des réactions, des Français,
Oui, mais justement, qui auraient pu même simplement aller dans la rue. c'est vrai, mais il Il y y a un a moment où ça ira trop loin. Et donc, forcément, il va y avoir des réactions. il y aura, ça dépend ce qu'on appelle en fait, j'en avais discuté avec, l'ancien directeur, de la DGSE, Pierre Brochand. Mhm. C'était une discussion assez intéressante où on avait parlé, est-ce qu'il y a une guerre civile possible en France? Et c'est vrai que rien que il est très difficile de distinguer 2 camps dans cette guerre civile, qui serait française. Qu'est-ce que c'est ces 2 camps? C'est, les patriotes, mais ça veut dire quoi déjà les patriotes? Parce que, c'est qui est vraiment patriote, qui ne l'est pas? Est-ce que ce serait, les blancs contre les personnes, d'immigration? Ça marche pas. Il y a des personnes issues d'immigration qui sont patriotes et il y a des personnes, de couleur de peau blanche qui sont, d'extrême gauche. Quels sont les camps réellement qui s'affrontent? Comment les familles vont réussir à se distinguer là-dedans? Et je pense que de toute façon, d'un point de vue organique, la société française est très atomisée. Elle n'a plus les liens, qu'elle pouvait avoir à l'époque et beaucoup plus indolore à la souffrance qui advient de son voisin, de celui qui est un peu plus loin. Les Français sont vraiment concernés quand ça les touche personnellement. Je vais pas tenir un message défaitiste, je dis pas que Au le sé contraire, je trouve que vous êtes plutôt optimiste. non, non, mais je pense que la solution, elle est politique. C'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que je crois pas que donc je dis aux Français qu'il faut pas espérer, ou si certains l'espéraient, un grand réveil, un grand soir des patriotes qui dirait: «Ça suffit», ça n'arrivera pas. Ça ne et c'est d'ailleurs plutôt souhaitable que ça se règle pas par les armes en France. D'ailleurs, les Français sont pas vraiment armés, d'ailleurs, faut-il le rappeler, mais plutôt un scénario politique. C'est pour ça il faut vraiment croire au pouvoir politique. C'est quand même l'appareil d'État, c'est ce qui permet aujourd'hui de régler les situations et il faut pas fantasmer ce qu'a été l'histoire de France. L'histoire de France, ça s'est toujours fait par le pouvoir politique. Même les révolutions se sont faites par le pouvoir politique. La Révolution française s'est faite par le pouvoir politique et c'est évidemment, elle est aussi passée par la rue, mais sans le pouvoir politique, il n'y avait pas de Révolution française. Tout passe par le politique en France et c'est pour ça que la bataille, elle se fait de ce point de vue-là. Et si on veut éviter donc Et ce c'est pour scénario, ça que vous la menez. et bien sûr, et si on veut éviter ce scénario à la soumission, c'est la question migratoire qui se pose avant tout. Merci beaucoup, Jules Laurent. Merci Merci. à vous pour votre invitation.